On accompagne des structures au jour le jour, hein, dans leur développement, dans leur création. Mais cela dit, on a estimé que ce n'était pas suffisant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire intervenir des structures inspirantes qui permettent de projeter à la fois leurs projets, leur énergie, leur inspiration, leurs enjeux sur la plupart, un grand nombre de personnes qui permettent du coup d'envisager des collaborations, des temps d'échange, des temps d'appropriation sur le territoire. Et donc, on trouve ça extrêmement intéressant. Et c'est pour ça qu'on a demandé à Monsieur Marty d'intervenir, et qu'il a accepté bien gentiment. Et donc, nous vous proposons aujourd'hui donc ce temps d'inspiration sur la foncière Chenley. Je vais du coup laisser parler Monsieur Marty pour se présenter. Pardon, Marie-Laure. Je dois simplement vous informer que nous enregistrons ces webinaires, qu'ils se trouvent ensuite sur une chaîne dédiée avec un lien qui vous sera dédié. C'est pas une chaîne publique. Voilà. Voilà, il faut uniquement avoir le lien, donc c'est les personnes présentes et éventuellement les personnes qui vraiment s'excuseraient de ne pas pouvoir avoir pu assister pour une raison bien précise, qui pourraient avoir le lien et qui pourraient donc avoir accès à ce contenu. Merci Marie-Laure. Monsieur Marty, du coup, je vous laisse peut-être. Alors, forcément, on se connaît pas là. Il y a plein de personnes que je connais pas autour de la table, je vais dire. Je sais pas si on peut dire table, peu importe. L'idée, c'est qu'on puisse échanger hein, un maximum de choses, qu'on puisse s'interpeller. Donc, du coup, je profite pour intervenir pour que Monsieur Marty, vous puissiez vous présenter déjà dans une première étape, vous présenter et présenter la structure dans laquelle vous vous êtes investi. Voilà, dans une première étape, ça me semble très intéressant. Ok, vous avez bien dit, vous avez bien fait de dire que c'était enregistré, parce que comme ça, je vais retenir quelques vannes. Parce que je tiens à prévenir d'emblée, mon humour est déplorable, mais régulier. J'y suis pour rien, ça dure depuis très longtemps, quoi. Voilà. Donc, moi, je suis arrivé un peu par hasard dans tout ça, parce que pour faire rapidement mon parcours qui est un peu chaotique, j'étais un gamin en difficulté de la banlieue parisienne, et les structures d'insertion n'existaient pas, et ma sœur aînée m'a confié à des moines à l'adolescence en Haute-Savoie, où j'ai appris que le travail n'était pas une condamnation, mais une solution. J'ai appris que les études pouvaient être intéressantes. Alors, j'étais vraiment un cancre, voilà. Et j'ai aussi appris l'écologie, mais à l'époque, ça existait déjà, ça s'appelait la nature. Voilà. À 20 ans, les moines m'ont relâché, après avoir fait mon rêve d'enfance qui était de faire un CAP routier. Et j'étais au Larzac, où j'ai rencontré ma femme, dans des communautés babacool un peu spéciales, etc. Et avec elle, on est remonté dans le Nord, avec un curé déjanté à Calais, où dans les années 84, on s'est occupé des premiers réfugiés qu'il y avait, et des taulards à la rue qui ne trouvaient pas de logement. Et alors, comme on n'était pas futé avec quelques copains, en additionnant tous les quatre, on était 4 ouvriers, on devait arriver à 45 de coefficient intellectuel, vous voyez, vraiment maximum, en tirant un peu. Et comme on était des camps, on savait que si on voulait s'occuper de ces gens-là, il fallait les fatiguer pour pas qu'ils nous fatiguent trop. Voilà. Donc, on s'est lancé dans un métier assez facile à l'époque, qui était la fabrication de palettes en bois. Ça faisait du bruit, c'était volumineux et c'était crevant. Quelques années après, la famille Mullier, les gros épiciers du Nord, sont arrivés chez nous et comme ex-curé, on avait fait une communauté catho, un peu sympa, ils sont venus nous engueuler en disant une communauté, c'est fait pour prier, c'est pas fait pour faire une entreprise. Et alors moi, qui suis un grand diplomate et qui suis d'une délicatesse incommensurable, j'aurais dit, mais vous, pour vous confesser des péchés, le week-end n'est pas suffisant, comment vous faites? Bref, on s'est engueulé, mais vraiment engueulé. Et en fait, comme c'est des gens qui ont peur d'être faillotés pour leur argent, quand vous vous engueulez avec eux, ils deviennent copains. Et ils m'ont fait faire des études parce qu'ils m'ont dit un truc génial que j'avais jamais envisagé. Ils m'ont dit, tu sais travailler, mais tu sais pas entreprendre. Alors j'étais un vrai escroc parce que pour mes enfants, je suis passé de bac-15 à bac+7 en un an et demi, puisque j'ai fait ce qu'on appelle un executive MBA d'HEC. Et alors ça, c'était mon premier choc de militant, parce qu'on était très militants sur plein de trucs. Et à HEC, le directeur a dit, il ne voulait pas me prendre, il n'a pas les compétences, pas la culture, pas les diplômes, pas le salaire et pas les codes. Un grand cadre. Et là, j'ai vu ce que c'était que la charité des milliers, ils ont raccroché le nez en disant, on ne demande pas ton avis. Et mon premier choc, ça a été que pour l'argent, des gens sont capables d'être intelligents, manœuvriers, efficaces, et que les militants, les 3 quarts du temps, cherchent à être purs. Voilà. Et j'ai bossé comme un mort de faim. Ça m'a fait un bien fou.
Mais tous mes copains étaient voir ma femme en disant, mais si Marty va à HEC, il va perdre son âme. Alors ma femme qui est ardennaise, alors l'ardennaise est assez rustique, hein, quand elle a un point de vue à dire, ça vient. Et elle a dit, bah, s'il perd son âme parce qu'il devient un peu moins con, il y a quand même un vrai problème. Et en fait, tous nos problèmes dans l'économie solidaire et tout ça, c'est que tout le monde est très, très fort sur le discours solidaire, mais ne fait pas forcément les efforts qu'il faut au niveau des compétences. Voilà. Alors, j'ai fait 2 mémoires. J'ai fait un mémoire sur l'entreprise et j'ai fait un mémoire sur un truc qu'on avait inventé avec le relais et avec d'autres, de dire en France, il y a tout ce qu'il faut au niveau juridique pour les entreprises, il y a tout ce qu'il faut au niveau associatif, mais il n'y a pas d'entreprise à but social. Et le vice-président de la région, Guy Asquette, m'avait repéré. Il m'avait dit, ton truc est intéressant. On n'a pas eu le temps de terminer notre conversation. Beaucoup ici sont trop jeunes, mais M. Chirac a fait une dissolution malheureuse. Donc mon copain s'est retrouvé député et le Premier ministre lui a demandé de faire un rapport sur les emplois jeunes dans l'environnement. Et ce crétin-là ne savait pas ce que c'était qu'un rapport parlementaire. Je vais très très vite, mais on fait 30 pages avec un énarque, on va prendre des petits fours avec le Premier ministre, et le rapport va sur une étagère. En gros, c'est ça le chemin. Et nous, on a fait un rapport de 400 pages qui s'appelle donc TED, Territoire, Emploi et Développement Durable. Donc Guy est devenu secrétaire d'État à l'économie solidaire, et moi je suis devenu son conseiller, et après son chef de cabinet. Et on avait 2 intuitions. C'est de dire, on veut ces entreprises solidaires, mais qu'est-ce que c'est qu'une entreprise qui est solidaire par rapport à une entreprise classique? Vous savez, c'est un peu la publicité McCain, ce n'est pas ceux qui en parlent le plus qui en mangent le plus. Donc, on a mis des critères sur des produits utiles à la société, sur les écarts de salaire, sur l'organisation de la gouvernance, etc. Puis on a pu faire passer ça. Et après, on a fait la loi, alors c'est l'article 9 de la loi Fabius, sur les finances solidaires. Parce que quand vous montez un projet solidaire, les banquiers vous regardent toujours de travers. Et ils ont raison. Parce qu'en général, les solidaires sont très bons pour parler des besoins auxquels ils répondent et qui sont les 3/4 du temps géniaux, vertus, tout ça. Mais ils sont incroyablement moins bons sur le client, qui va payer. Et ce n'est pas la générosité d'une idée qui permet qu'elle soit viable. Et alors, je suppose que pour tous ceux qui sont là, même si c'est très modeste, il faut quand même sortir un salaire à la fin du mois. Voilà. Alors, on a fait cette loi-là, puis après, j'ai fait la réforme du Code des marchés publics. Et en 2000, je suis revenu à l'entreprise parce que je m'ennuyais et j'ai vécu un drame personnel que je ne souhaite à aucun d'entre vous. C'est que l'entreprise avait super bien marché sans moi. Je trouve ça honteux de la part de mes collaborateurs. À l'époque, on était 200 salariés et s'en était remarquablement tiré. En gros, je servais à rien. Voilà. Donc, je suis revenu et j'ai repris mon camion, parce que quand j'ai besoin de réfléchir, je suis en camion. C'est pour ça que je connais bien la Somme, parce que j'étais chercher des peupliers à peu près dans tous les bleds pourris de la Somme. Il n'y a pas de problème. Et il y en a des bleds pourris dans la Somme. Je dis, bon, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, on va passer rapidement. J'allais dire, il n'y a pas de bled pourri dans la Somme. Mais si. Même les corbeaux, ils n'ont même plus envie de rester l'hiver. Et j'ai réfléchi avec nos équipes à dire, les gens qu'on a, c'est ceux que personne ne voulait pour travailler. Alors, pour vous donner quelques chiffres là tout de suite, Shenley aujourd'hui, c'est 300 salariés, c'est une usine à Audruy dans le Pas-de-Calais, un centre de séminaire où on accueille plein de groupes très riches et qu'on fait payer très cher, ou très militants et qu'on fait payer pas cher, à côté du Cap Lyonnais, une usine dans les Ardennes et une usine en Bourgogne. Voilà. Et en chiffres, on a 220 emplois d'insertion, on a réinséré à peu près 8000 personnes depuis qu'on existe. Voilà. Et donc, on s'est dit, mais nos gars, personne n'en veut, et pourtant, nous, on a réussi à monter des usines avec. Et on va faire des logements pour les pauvres, parce que c'est toujours les pauvres qui ont les plus mauvais logements. Et on a fait 3 groupes. Un groupe habitant, un groupe méthode Toyota, c'était moi, et un groupe ingénieur. Alors, le groupe ingénieur, j'en ai 14 dans la boîte. Alors, s'il y a des ingénieurs parmi vous, pardonnez-moi, mais mon expérience des ingénieurs, c'est quelqu'un qui vous envoie dans le mur, mais dans les délais. C'est-à-dire qu'il faut leur donner une mission extrêmement précise. Et on a dit à nos ingénieurs, puisqu'on s'occupe des gens dont personne ne veut, on va prendre les matériaux dont personne ne veut qui sont autour de nous. Nos peupliers de Syrie, la paille, la terre crue de l'argile des carrières, etc. Et vous faites un super logement, vous ne regardez pas au prix, qui doit faire que pour les habitants, ils payent au moins 3 fois moins de charges. Et en plus, comme vous êtes des ingénieurs, pour arrêter d'enlever des emplois, vous allez devoir inventer les machines qui permettent à des gens d'insertion de les construire. Il y a le groupe habitant.
Alors, c'est les femmes qui venaient ça chez nous. Alors, truc très important, on n'a pas donné la place aux femmes chez nous. Elles l'ont prise et c'est très différent. Et elles ont, dans l'économie solidaire, quelque chose qui nous empêche de courir vers n'importe quoi et on s'est forcé à les écouter. Parce qu'elles formulent des fois moins bien que les ingénieurs, elles ont des intuitions, etc. Alors, elles se sont occupées des habitants. Je vous donne juste 3 exemples. Les mères de famille disaient, ben, nous, on dit que nos appartements sont sales, mais on n'a même pas de corridor où mettre les manteaux, les chaussures, les bottes. Puis notre mère de famille qui dit, bah oui, ma gamine, elle dort à l'école, mais elle entend la télé du voisin jusqu'à 2 heures du matin. Et ce qui m'a fait péter de rire, c'est un petit vieux qui me dit, moi, Marty, je ne bois plus de café. Ben, je dis, alors, j'ai encore ma tasse. Et alors? Ben, je fais semblant, il faut mettre l'évier devant la fenêtre. Comme ça, je fais semblant de la laver pendant 10 minutes. Et comme ça, je vois ce qui se passe dans le quartier sans avoir l'air d'une commère. Mais en fait, c'est laisser dire aux gens ce qu'ils ont envie de dire sur comment, plutôt que les architectes ou les ingénieurs décident de leur bonheur. Alors, on a fait nos 4 premières maisons et on a eu de gros problèmes. Alors, on a sorti nos premiers logements à 3 000 € du mètre carré, hors taxe, hors foncier. Un bailleur social fait à 2 100 en comptant le foncier. Donc, on n'avait pas de modèle économique. Deuxièmement, on n'a pas pu avoir les assurances dommages-ouvrages et décennales sur les matériaux qu'on avait pris. Et le CSTB nous a demandé, pour mesurer 4 maisons, 300 000 €. Voilà. Alors, premier conseil quand vous faites du solidaire, vous regardez à votre but et vous regardez à rien. Comme je ne voulais pas payer ces 300 000 €, je me posais la question. Et puis, on a été voir les bailleurs sociaux en leur disant, mais regardez comment nos maisons sont bien, les gens n'auront pas d'impayés, c'est des belles maisons, c'est confortable. Et on s'est fait humilier comme des gorées. Alors, c'est Pierre Godin qui m'a rejoint dans les années 2000. C'est le monsieur qui avait été le patron du Transmanche, qui a conçu et réalisé le métro de Copenhague et qui a divisé son salaire par 7 pour venir dans notre aventure. Voilà, c'est un grand, grand ingénieur. Et on s'est fait humilier. Ils nous ont dit, mais ça ne sert à rien de faire beau pour les pauvres parce que de toute façon, vous n'aurez pas plus de loyer. Et puis de toute façon, les pauvres, ils cassent tout. Alors, de colère. Et c'est là le premier conseil que je vais vous donner. Il faut regarder à vos buts. Moi, j'ai adhéré au MEDEF. Et 1 mois et demi après, j'étais administrateur du 1% logement. Et 2 mois après, j'étais au conseil d'administration de l'ASA d'HLM qui m'avait humilié. Alors ça, c'est mon côté catho. La vengeance appartient à Dieu, mais quand on peut participer, il ne faut pas se retenir. Bon. Et la deuxième chose que j'ai fait, c'est que je ne voulais pas payer les 300 000 au CSTB, donc j'en parle au MEDEF. Au MEDEF, il me dit, mais on ne sait pas faire comme ça. Il faut faire autrement. Alors, je vais vous donner un petit cours de MEDEF si un jour ça vous arrive. Alors, retenez bien la règle. Pour parler MEDEF, il faut dire 2 fois les adjectifs en retirant la première lettre du mot. Je vous donne l'exemple. Donc, mon patron du MEDEF avait venir le patron du Nord-AXA pour visiter nos maisons. Et le gars, il a dit, formidable, formidable, intéressant, intéressant, exceptionnel, exceptionnel. Et mon patron du MEDEF lui a dit, bah, vous leur donnerez la décennale et la dommage-ouvrage. Et le gars a dit oui. Et en fait, bien trop souvent, les militants, on essaie d'avoir raison plutôt que de prendre les chemins pour gagner. Et on s'y perd parce que dès que vous entreprenez, pour ceux qui vont entreprendre, ça réveille vos peurs de ne pas y arriver. Ça réveille que vous n'avez pas toutes les qualités. Ça réveille que vous n'êtes peut-être pas à la hauteur. Et en plus, vous avez une adversité en face de gens, ils sont creux, mais vous ne le savez pas. Vous pensez que les arguments qui vous opposent sont réels, c'est juste qu'ils sont dans leur routine. Et en fait, je l'ai dit une fois à un copain que j'ai fait pleurer, un gars qui fait un projet génial. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as conscience que tu es un escroc? Et il s'est mis à pleurer, il m'a dit, mais comment tu m'as démasqué? Le mec, il avait 40 ans quand même. Ben, je lui dis, parce qu'on est tous des escrocs. On n'arrive pas à vivre normalement, à travailler à la Sécu ou à la CAF ou dans un boulot normal, et on a des rêves, et on n'arrive pas à s'en défaire. C'est à la fois la chance de nos vies et ce qui pourrit toute notre vie. Si on ne le fait pas, on va être malheureux. Si on le fait, on va affronter plein de peurs. Donc, ça ne suffit pas d'avoir raison, il faut être un peu rusé. Si je peux vous donner ce conseil-là, et d'après ma femme, qui pense que j'ai des limites bien, elle m'a dit, heureusement que tu t'es mis à être rusé, parce que déjà que tu es pénible, et si en plus tu n'avais pas été rusé, ça n'aurait jamais marché. Voilà. Alors, on a commencé nos maisons, mais on ne pouvait pas construire à 3 000 €.
on a commencé avec certains bailleurs sociaux, mais c'était de l'escroquerie. Ils nous prenaient 4 ou 6 maisons pour faire plaisir à l'élu, puis derrière, ils demandaient un terrain pour construire 50 merdes. Donc, j'ai été repéré à ce moment-là par la Fondation mondiale Ashoka, qui repère les entrepreneurs solidaires. Dans votre région, il y a moi, il y a Vitamine, il y a le gars qui s'occupe des sourds, il y a le réseau Ecohabitat, voilà. On est à peu près 3000 dans le monde. Et en fait, ils nous disent, on vous repère sur 3 critères. Est-ce que vous avez une idée originale? Est-ce que vous êtes capable de la faire changer de taille? Est-ce que vous êtes prêt à vous foutre à plein temps là-dessus plutôt que dire « Ah ouais, mais c'est pas normal qu'en 2022, il y a encore autant de gens exclus. » Oui, bon. Et Ashoka m'a repéré et m'ont dit bah, « Écoute, on va t'accompagner pour le modèle économique. » Alors, nous, on a réussi 3 choses. C'est-à-dire, comme je suis celui qui a écrit la loi sur l'épargne salariale solidaire, j'ai été voir les grands groupes, Engie, Schneider, BNP Paribas, Amundi, AG2R, etc. Et je leur ai dit, vous avez une obligation de finance solidaire. Ils m'ont dit, oui, mais on ne sait pas comment faire. Alors, je leur ai dit, bah, mettez l'argent chez moi, vous allez voir, je vais vous apprendre. Bon, c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis, j'ai été voir les grandes familles du Nord pour leur soutirer l'ISF. Et alors, c'était peinard, parce que vous tirez un Bonduel qui est marié avec un Kwan, qui est marié avec un Varlet, qui est marié avec un Mulier. C'est de la pêche au gros, mais il faut tirer doucement sur le filet. Et en fait, il ne faut pas avoir peur de l'argent. Ça dépend à quoi on s'en sert. Et il y a un gars, l'autre jour, je faisais un webinaire avec Éric Piolle et puis sur l'écologie. Et il y a un gars qui me dit, mais vous avez Engie dans votre capital, ils font du nucléaire, comment vous arrivez à dormir tranquille? Alors déjà, toujours d'après ma femme, je suis comme Colombo, hein, je parle toujours de ma femme, elle dit ou je suis un saint ou un idiot, mais elle penche par deuxième hypothèse, mais je m'endors en 2 minutes. Mais surtout, j'ai dit au gars, mais Engie, c'est vraiment des cons. Ils devraient mettre l'argent dans le militaire. Pourquoi ils mettraient de l'argent dans l'économie sociale et solidaire, qu'ils ont fait un fonds, et puis qu'ils m'aident à faire des logements sociaux? Donc, c'est arrêter de penser qu'il y a les bons et les méchants. Il y a des gens crétins et remarquables dans les administrations. Il y a des gens crétins et remarquables dans les grandes entreprises. Et l'économie solidaire a vraiment son lot de crétins aussi. Je ne vous donnerai pas les noms parce qu'à mon avis, vous les connaissez. Bon, voilà. Et donc, c'est marier tous ces mondes-là pour ne pas faire notre petit monde parfait, solidaire. Mais si on veut servir les pauvres, y aller vraiment. Alors, à ce moment-là, je ne vais pas être trop long. Vous avez tous vu sur nos sites, ou Chenley ou Foncière Chenley, on a un super slogan qui pète à mort. C'est l'écologie au service du solidaire. Puis on a un deuxième slogan. C'est Chenley. C'est un très, très grand pas pour nous. C'est un tout petit pas pour l'humanité. Puis on a encore un autre slogan pour le quotidien. C'est déjà, ils sont pauvres et en plus, ils sont obligés de supporter nos incompétences. Et on doit, dans l'économie solidaire, ne pas se réfugier pour les principes, mais être classieux. L'autre jour, il y a une conseillère de ministre, je ne donnerai pas son nom, qui vient visiter l'entreprise à Audruic. Puis elle me dit, mais elle est vraiment immense, votre usine, elle est à vous. Ben, j'ai dit, non, on l'a louée pour la journée, on s'est fait des cartes de visite, soyez polis avec tout le monde, on la rendra ce soir. Voyez, bon. La dame ne l'a pas bien pris, mais bon, il paraît que je ne suis pas diplomate, hein, vous vous en apercevrez dans mes propos. Et donc, moi, la chose que je voudrais vous partager, bon là, on a levé 30 millions d'euros, on a fait 200 baraques, puis on commence vraiment à changer de taille, on a une filiale en Belgique sur le sans-abrisme, c'est que les rêves que vous avez rêvés ne vont jamais se passer comme vous voulez. Les difficultés ne seront pas aux endroits où vous avez prévu, et vous allez être tout le temps, en même temps, 100% au bord de l'échec total, et en même temps, 100% au bord de la réussite totale. Ça vaut aussi pour le cabinet qui a organisé la journée, je pense. Voilà. Et, ben oui, quand on avance comme ça, entreprendre, c'est perdre sa sécurité. Et il faut vraiment y aller, ou il ne faut pas y aller du tout. Voilà pour un premier tour d'horizon, parce que moi, j'ai plutôt envie d'entendre vos questions. Et surtout, il y a aujourd'hui bien trop de héros dans l'économie solidaire. On a fait ce qu'on a pu. Puis c'est un peu, vous savez, on a aidé un projet d'insertion en Algérie. Et j'aimais beaucoup Air Algérie parce que c'est vraiment Air peut-être. Vous savez, on ne sait pas si ça va décoller. Bon, et puis quand on atterrit, le mec, il fait Inch'Allah, il est le premier surpris, quoi, le pilote, quoi. Bon, voilà, c'est Air peut-être. Bon, eh bien, dans nos projets, dans nos vies, finalement, dans nos couples, moi, vous savez, j'ai dit à mes enfants, j'en ai 5, j'aurais dit avec maman, c'est promis qu'on ne s'engueulerait jamais raté, qu'on aurait une belle vie réussie et qu'on aurait de beaux enfants et manque de peau, c'est vous qu'on a eu. Voilà, ça s'appelle la vie. Et vos projets ne vont pas être différents de ce que vous y mettrez et de vos personnalités. Par contre,
Notre énorme dignité, c'est qu'on a le droit d'avoir des rêves, on a le droit de les faire à notre façon, et les paroles de sagesse et de bon sens ne nous servent à rien du tout, parce que c'est un risque et une aventure. Voilà, je termine très rapidement, vous allez voir le site foncière Chenley, et c'est vos questions et vos trucs qui m'intéressent. J'espère ne pas avoir pété l'ambiance. Merci. Peut-être, on va donner la parole, à des pour présenter vos projets ou si vous avez un projet, si vous avez envie d'aborder des choses et relativement à ça, vos questions, relativement au témoignage? Faut que quelqu'un prenne la parole. Oui, Si vous voulez, moi, je peux me présenter. tout Donc, à du coup, fait. en fait, moi, je suis coordinatrice d'équipe et de projet pour l'association Unicité. Donc, j'accompagne des jeunes en service civique. Et en fait, cette année, on a ouvert une toute nouvelle mission qui concerne la précarité énergétique. Donc, du coup, c'est ma collègue qui s'en charge, donc je la représente aujourd'hui. Et en fait, l'idée, voilà, c'est de pouvoir former nos jeunes dans un premier temps sur qu'est-ce que la précarité énergétique, comment on peut repérer et comment en fait on peut accompagner, parce que nous on intervient sur l'agglo de Saint-Quentin dans l'Aisne. Et en tout cas, voilà, l'idée c'est de pouvoir aller au plus près des habitants pour voir un petit peu où ils en sont au niveau de la précarité énergétique et pouvoir les réorienter vers des associations ou voilà comment ils peuvent améliorer leur logement, etc. Et en plus de se mettre donc du coup au plus proche des habitants par des rendez-vous qui sont vraiment posés à leur domicile, les jeunes vont pouvoir aussi mettre en place des animations collectives. Par exemple, là, voilà, je sais que le 22 novembre, il y a la journée du développement durable, donc ils vont faire une journée d'animation collective dans un établissement scolaire. Voilà. Donc pas de questions, Lina, pour, monsieur Marty? Pas particulièrement? Merci, merci beaucoup. Ceci Anne, dit, je pareil. connais très bien Unicité parce qu'on a une cadre de Chenley qui accompagne des équipes au Liban et c'est un projet génial. Un petit conseil, si je peux me permettre quand même. Il faut faire très, très attention quand on forme ces jeunes Oui. sur plein de problèmes de code qu'ont les jeunes aujourd'hui et qui vont chez des gens et qui ne se rendent pas compte que des fois, où ils leur font peur, où ils ont un langage tellement technique pour se rassurer que les gens ne comprennent rien. Je vous donne une anecdote. À Nazel-Négron, on a fait 12 logements personnes âgées et il y a une dame qui vient voir ma femme et qui lui dit, ma femme elle a mon âge, et qui lui dit, Mme Marty, je ne comprendrai jamais une maison bioclimatique, comment ça marche. Et ma femme lui dit, bah, vous tricotez, vous. Bah, je dis, ah oui, oui. Bah, ma femme lui dit, allez, je prends mon tricot aussi, on va boire un café. Et en tricotant, elle expliquait la maison, et ma femme, elle est ressortie, elle a dit, n'importe quel militant écolo, elle le fout dans le vent. Mais ça aurait été ou une assistante sociale, ou un travailleur social, ou quelqu'un qui serait venu lui parler de ça, elle aurait eu peur. D'accord. Et il y a une façon de... Il y a des jeunes qui passent remarquablement, d'autres qui ne passent pas, et c'est tout le bel enjeu d'unicité de bien choisir ces jeunes quand ils leur donnent des missions pour les gens. C'est ça. Nous, en fait, là, bon, on est en pleine période de recrutement. Nos jeunes vont arriver donc le 24 octobre, une semaine d'intégration. Ensuite, ils ont 3 semaines de formation. Donc, on a un socle de qualité, voilà, qui est dicté par notre cahier des charges. Et on travaille aussi en fait avec l'agglo, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau de l'agglo, quand on a composé notre promo, voilà, on fait une photo de la promo et il y a un courrier qui est envoyé en fait à tous les habitants, en leur disant voilà, ce sont des jeunes en service civique qui vont potentiellement voilà passer dans votre quartier, dans votre immeuble pour vous sensibiliser sur la précarité énergétique dans votre logement. Et en fait, on avait fait comme ça l'année dernière. On était sur une mission Civigaz en fait l'année dernière avec 6 jeunes. Et du coup, la précarité énergétique a rejoint le mouvement Unicité au niveau national. Et du coup, on sera sur 16 jeunes cette année. Mais on travaille du coup énormément avec l'agglo. OK, merci. Peut-être Maro? Bonjour, merci de me donner la parole. Très inspirant, monsieur Marty. Alors j'ai un projet qui a été, à 2 reprises lauréat l'année dernière par les plateformes Ulule et Blablacar, notamment qui est de bâtir, un éco-village intergénérationnel, je mets les parenthèses chrétien. Et là je viens d'être accompagnée depuis 1 semaine et ça va durer jusqu'au 15 décembre par, Envie School. Alors je ne sais pas si vous connaissez, Catherine Barba. Voilà, donc elle
elle m'accompagne là actuellement pour le développement de ce projet. Alors c'est vrai que j'atterris ici par mon chéri qui m'a dit tiens, je pense que ce webinaire pourrait t'intéresser. Et là, je vous écoute et finalement, je suis en train de me poser 1 milliard de questions. Et à savoir, parce que je suis vraiment dans l'étude de marché et me dire, ouais, ma cible aujourd'hui, c'est les seniors, donc la silver economy. J'aimerais aussi que, voilà, qu'il y ait des étudiants en Parcoursup dans cet éco-village. Et au final, là, je suis en train de me poser plein de questions, à savoir, est-ce que c'est vraiment ma cible, finalement, les étudiants, ou bien est-ce que ça peut être, voilà, des personnes, comme vous dites, en réinsertion, ça peut être peut-être, pourquoi pas, des femmes monoparentales. En fait, voilà, j'ai plein de questions, savoir aussi comment, qui pourrait m'accompagner pour réfléchir à mon business model. Voilà. On peut peut-être à un autre moment approfondir, hein, mais Je pense. votre problème ne sera pas là. Votre problème sera monter un éco-village. Vous avez combien de millions? Ah, là, c'est forcément, je vais aller voir, oui, ce sera une levée de fonds. Quel montage juridique? Je vous donne un exemple. Là, on arrive à 30 millions de capital et je ne veux pas lever trop vite parce que ça fait 10 ans que je fais ça. Mais parce que j'ai toujours peur, moi, d'une Sandrine Rousseau ou de quelqu'un d'autre qui dirait oh, il est de les pauvres, il a 5 millions d'avance en caisse. Bon, mais à l'abri de rien du tout. Imaginez s'il y avait eu Internet pendant la Seconde Guerre mondiale en France pour la délation. Hein, ça aurait été une horreur. Bon. On a réussi cette année en travaillant avec des avocats. On a 30 millions de capital qui appartiennent à tous ces gens-là. Et on a 100 euros, nous. Et pour vous dire ce qu'on a travaillé, c'est notre part de 100 euros. On a organisé la gouvernance parce que ça va être très dur à monter votre projet. Monter un éco-village, il y a plein de promoteurs qui n'y arrivent pas. En plus solidaire, en plus avec tout ça, ça va, vous avez la peine maximum, c'est bon. Mais tous les pièges juridiques, etc., vous pouvez faire voler votre projet, vous pouvez le faire détourner, vous pouvez plein de trucs. Et nous, on a réussi, et mon conseil de surveillance m'a dit, Monsieur Marty, nous voulons un pacte d'actionnaires. Ah ben, j'aurais dit, si vous voulez prendre la boîte, dites-moi-le, moi je sais comment m'organiser autrement. Ils m'ont dit, non, non, on voudrait être sûr que l'esprit Shameless soit gardé. Donc, pour vous donner un exemple, on a une part de 100 euros, il n'y a que nous qui pouvons nommer les dirigeants. Mais le conseil de surveillance peut les récuser. Il y aura toujours des modifications juridiques et on peut se faire avoir à n'importe quel moment. Donc, il faut que notre part vote positif. Et puis, pour les cessions d'immeubles ou cessions de société ou acquisitions de société, il faut aussi que notre part vote positif. Mais depuis 10 ans, alors qu'on ne connaissait pas terrible toute cette partie juridique de l'immobilier, il a fallu qu'on devienne des pros. Et les projets ne se cassent jamais la gueule sur l'idée, ils se cassent la gueule sur la gouvernance. Les gens démarrent enthousiastes, ben après ils se tapent sur la gueule. Enfin, excusez-moi de mon langage, bourru d'action, mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Deuxièmement, il y a toujours des petits filous plus malins qui arrivent avec des petites décisions juridiques à se retrouver avec le pouvoir ou avec le patrimoine. Et il ne faut pas avoir peur, pour que nos projets soient gros, de démarrer tout petit. Voire même de faire une expérience qui n'est pas un éco-village, mais qui est 2-3 appartements, C'est 2-3 maisons, l'objectif. et puis regardez comment ça marche. On a raison d'avoir des rêves qui sont très, très grands, mais il faut qu'on ait l'humilité de monter marche par marche. Voilà, je me permets, on dirait vraiment un vieux con, je fais ça très bien. Ah, mais vraiment pas. C'est aussi mon idée, en fait. Autant, c'est vrai, là, je parle d'envergure, mais au final, je sais au plus profond de moi-même que je vais forcément commencer par des petites structures, quitte à plus tard, pourquoi pas, en effet, voir des promoteurs et allier d'autres grands du marché pour faire grandir petit à petit. Mais oui, on part en tout cas sur… je suis très humble, je pars déjà sur des petites structures. Ouais. Okay. Et puis, alors, quand on va négocier avec les grosses boîtes, il faut toujours s'imposer. Une fois, un énorme bailleur social dont je tairai le nom, le patron me voit, me dit, mais Monsieur Marty, il faut qu'on travaille ensemble. Il m'envoie son mec du développement durable. Puis il dit à Pierre, notre grand ingénieur quand même, il lui dit, bon, vous êtes une boîte d'insertion, on va d'abord vous donner quelques murets à faire, et si ça va bien, on vous fera faire des garages, et puis après, si vraiment vous êtes doué, on vous fera peut-être des appartements à construire. Bon, bien sûr, on n'y a pas été. On passe sur Canal+ en début de soirée dans un film.
Le mec me rappelle le lendemain, il me dit « Monsieur Marty, il faut qu'on travaille ensemble ». Alors, je lui ai répondu « Oui, alors on va d'abord regarder si vous avez des stylos rechargeables, comment vous recyclez le papier dans vos bureaux et qu'est-ce que vous faites de vos cartouches d'encre. » C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est petit que les gros ont raison et qui nous regardent de haut. Je vais vous raconter une histoire de la Somme. C'est une chanson d'un de mes copains qui est un musicien de Bulleret. Ça se passe dans la Somme, c'est un hiver. Et il y a tout qui est labouré, les peupliers n'ont plus de feuilles, et bon champ à 100 hectares. Et il y a un corbeau qui est sur le fil, et puis qui dit ah, l'hiver arrive, il va être très très froid. L'hiver arrive, il va être très très froid. Puis arrive une petite hirondelle toute joyeuse qui dit oui, chic, l'hiver arrive, je vais aller dans les pays chauds. Et le corbeau lui dit mais tu es né cette année, comment tu peux savoir qu'il y a des pays chauds? Et l'hirondelle répond mais quelque chose en moi me dit que. Donc, les corbeaux n'ont pas de sagesse, donc il faut faire attention de ne pas se faire négocier ces trucs. Un jour, Pas-de-Calais Habitat me dit « Monsieur Marty, on voudrait faire des maisons avec vous, mais nous, le bois, ça ne va pas. On mettra du parpaing. Bon, la laine de bois, c'est trop cher. On mettra de la laine de verre. Et puis, votre ferme à sel, non, c'est hors de prix. On mettra du placo. Puis, la toiture végétalisée, bon, c'est pas terrible, mais on mettra des tuiles. » J'aurais dit oui. Puis, il y aura un jardin qui aura un capteur solaire. Ça va devenir ça, votre écologie. Et il ne faut jamais, 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 jamais négocier nos rêves. Et c'est très dur. Parce qu'ils nous font croire qu'en baissant un petit peu notre rêve, on va pouvoir faire partenariat avec eux et qu'il va se passer quelque chose. Ça va juste vous éteindre. Je me permets de parler aussi librement que ça. C'est très juste, mais en fait, après, la difficulté, c'est quand même, on est en demande. Quand on a un projet, on est en demande. Donc, le rapport, il est déséquilibré au départ. Et donc, quand on va saisir les opportunités comme ça, c'est parfois difficile de faire comprendre que le projet, c'est une opportunité, y compris pour les partenaires, en fait. Oui, mais ça, c'est comme pour ma belle-mère. Il y a vraiment des conseils, ça lui aurait fait du bien, mais elle ne les a jamais écoutés. C'est ceux qui ont besoin qui ne les écoutent pas. Et moi, tous les bailleurs sociaux m'ont ri au nez. Ils m'ont dit ça ne marchera jamais. Et plus ça marche, on est passé de l'étape ça ne marchera pas, à la critique, les bâtons dans les roues, et maintenant que ça marche, mais j'ai bien fait de te challenger, parce que comme ça, tu étais plus loin dans ton projet. Et là, on se dit, c'est dommage que les Kalachnikov ne soient pas en vente libre dans les épiceries comme chez les talibans, quoi. On ne peut pas éviter cette étape. À chaque fois, les gens qui ont fait un peu bouger des trucs bons dans l'humanité, ben, c'est malheureusement la norme. Je n'ai aucun copain pour qui ça s'est bien passé. Et il faut accepter ça. Si on est trop fragile là-dessus, ben, il ne faut pas y aller. Moi, j'ai une question, Monsieur Marty, avant de donner la parole à Anne, par exemple. J'ai une question sur votre choix d'implantation. Par rapport à vos nouveaux projets, comment vous faites? Est-ce que c'est du coup les partenaires qui viennent vous chercher maintenant? Est-ce que c'est vous qui vous dites, voilà, j'ai un territoire sur lequel j'aimerais vraiment agir? Comment ça se passe en fait? Alors, on s'est aperçu, donc on a fait nos logements sociaux, dont les bailleurs sociaux ne voulaient pas, donc on est devenu bailleur social. Ça a été très difficile, mais on a pratiqué, c'est dans l'Évangile aussi pour ceux qui s'intéressent, c'est la parabole de l'Innoventura sur la multiplication des pains, vous voyez. Il faut être bagarreur, hein. Et les calmes, on ne les envoie pas à la guerre chez nous, ils font les dossiers, ils les font très bien. Puis dès qu'il y a une baston, on dit François, est-ce que tu pourrais nous rendre service, c'est pour le bien commun, etc. Bon. Nous, on s'est adressé à ceux à qui personne ne répond. En premier, c'est les maires ruraux qui veulent garder leurs jeunes dans leur village, qui veulent garder leurs personnes âgées et qui se font snober par les bailleurs sociaux. Et puis après, petit à petit, on était beaucoup vers les associations que personne ne suit. On a fait un lotissement pour des gens polyhandicapés et pour leur logement très spécifique à eux, et pour les aidants, parce que c'est toujours les pauvres qui aident les pauvres, et pour les aidants qui les accompagnaient. Et ils étaient éligibles au logement social. Au lieu d'avoir une demi-heure de bagnole, etc., et tout, ben, ils logent à côté. On répond à des coups de cœur. Et dès qu'il y a un élu qui ne nous plaît pas, on boude. Et il faut savoir actuellement, là, on a à peu près, on en sort 40 à 50 par an, on a à peu près 200 à 300 logements en possibilité, quoi. Donc, on a choisi qu'à un moment, vous savez, moi j'ai appris à lire, vous ne connaissez pas ça, mais sur le Becher au cours préparatoire. C'était les trucs, tout genou, caillou et tout. Et à la fin, il y avait une histoire de la petite poule rousse.
Qui veut planter un grain de blé? Ni moi, dit le dindon, ni moi, dit le canard. Alors ce sera moi, dit la petite pelouse. Qui veut aller l'arroser? Ni. Qui veut, etc. Puis à la fin, qui veut manger le gâteau? Moi, dit le dindon, moi, dit le canard. Non, dit la petite poule rouge, ça sera moi et mes poussins. Donc je pense qu'il faut être un peu caractériel et avoir du caractère quand on est chef de bande et premier dans un projet. Et si vous négociez, vous ferez écraser. Et vos intuitions, elles vont se dire petit à petit en vous beaucoup plus que vous le croyez. Au départ, c'est une idée, mais vous l'avez. Puis petit à petit, elle se colore, elle prend tout ça. Mais il ne faut pas la faire polluer. Merci. Anne, si vous voulez bien prendre la parole. Oui, vous m'entendez? Donc moi, je suis Anne Godet, je suis responsable du pôle logement habitat au département de la Somme. Du coup, quand je vous écoute, je me dis que toutes ces initiatives, en fait, elles nous font rêver, nous, côté département. Alors, en tant que technicien, hein, je ne parle pas pour mes élus pour l'instant. Et je me pose la question, puisque, alors, du coup, moi, je suis dans un pôle sur l'accompagnement des ménages en difficulté, sur le développement d'une offre qui soit le plus adaptée possible. Et finalement, et en plus, on a le côté insertion avec mon collègue. Donc, vous cochez beaucoup de cases. La seule chose, c'est que je me dis comment nous, en tant qu'institution, on peut favoriser l'émergence de tels projets. On est souvent coincé avec des appels à projets où finalement, on ne fait que renouveler sans cesse les mêmes réponses. Et du coup, voilà, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sur la question sur finalement, nous, en tant qu'institution, comment on peut impulser aussi des réponses différentes, en fait. Alors comme j'étais haut fonctionnaire, je comprends le martyre des fonctionnaires quand ils veulent vivre des choses intéressantes dans le système. Je ne sais pas comment ils font pour tenir. Ça doit être extrêmement ardu. Puis en plus, sur un côté, des gens qui n'ont pas envie du tout de bouger. Puis des fois, il y a les charmes de la RGPP, où un mec de la forêt se retrouve au lait et puis ensuite au goudron des routes. Hein, vous connaissez tout ça par cœur. Je n'ai pas de réponse. Mais vous connaissez peut-être des élus qui sont dans la panade. Puis vous pouvez faire le lien. Nous, c'est en PACA. C'est une dame qui a fait le lien de l'administration de la DDT avec les maires ruraux dans les Alpes d'Haute-Provence où il n'y a plus du tout de logement social parce que c'est devenu incroyablement cher. Et bon, vous savez, c'est les rencontres dans la vie. Je suis désolé, mais alors, je ne suis pas Michel Onfray, je n'ai pas réponse à tout. Hein. Mais j'admire le courage. Nous, on est des entrepreneurs. Mais dans les grosses boîtes ou dans les administrations, il y a des intrapreneurs. Et leur première difficulté, c'est déjà quand ils font des trucs intéressants, pas se faire toper. Là, il y a l'agence de l'eau de Lorraine qui m'a demandé de venir pour débloquer des trucs. Monsieur Marty, venez avec votre discours à la noix et bougez un peu tout ça parce que nous, on n'arrive plus à faire bouger nos hiérarchies. Alors, on ne peut pas m'envoyer balader parce que j'ai ma Légion d'honneur, je suis en costard et tout. Bon, j'imite parfaitement les gens sérieux. Un jour, je vous montrerai, mais là, aujourd'hui, on n'a pas le temps. Hein. Mais j'imite très bien les gens sérieux. Et, madame, c'est comme pour nous, nos projets. C'est votre vie, quoi. C'est vous qui choisissez et c'est vous qui vous mettez en route. Mais c'est encore plus délicat d'être intrapreneur qu'entrepreneur parce que vous êtes reconnu par personne. Après, il y a des choses qui peuvent se faire, moi je le vois dans d'autres structures, c'est-à-dire, avec des élus et des techniciens, des visites de choses qui fonctionnent déjà. Enfin, il y a déjà des projets. Alors moi, je suis désolée, je suis plutôt sur l'Oise, donc je connais plutôt les projets dans l'Oise. Il y a 2 projets dans l'Oise sur lesquels vous êtes intervenus. Après, enfin, je pense que prendre un groupe d'élus avec vous et puis des techniciens pour aller faire des visites et se rendre compte, ça peut aussi débloquer des situations, vous ne pensez pas? Si, mais il faut savoir que c'est toujours une question de qualité de personne. Point. C'est toujours des personnes qui se rencontrent puis qui disent ouais, dans mon boulot, j'ai trouvé une personne qui a de l'âme et on peut faire un truc. Je ne crois pas au systémique. Parce que j'ai une fille qui est enseignante-chercheuse. Vous savez, c'est une handicapée des études. Hippocagne, 3 licences, 2 masters, un doctorat. Moi, j'ai quitté l'école à 16 ans. Il faut être sérieux quand même dans la vie, quoi. Bon. Et elle est universitaire. Et je lui dis, depuis le temps qu'il y a des chercheurs, des managers, des consultants, des cabinets de conseil, des ingénieurs, ça n'a jamais rien résolu. C'est que des rencontres de personnes, nos projets.
C'est que des rencontres de gens qui ont envie de vivre quelque chose. Et c'est à la fois le terrible et le merveilleux du truc. Parce que pour le coup, on se fait des amitiés solides. Oui, c'est sûr. Moi, je C'est crois sûr. aux relations humaines quand il y en a. Puis il y a quelqu'un qui dernièrement m'a dit qu'est-ce que tu penses de mon projet? Je lui ai dit qu'est-ce qu'on fait, un reste copain? Je te dis la vérité. Bon, il a préféré qu'on reste copain. Bon, voilà. Il ne faut pas tout avoir. Dans l'accompagnement, nous, on a une première phase qui est l'adéquation de l'idée avec le marché. Aujourd'hui, en vous écoutant, j'ai envie de dire la première phase, crée ton réseau. Crée un super réseau. Travaille ton réseau. Parce que c'est en fait au-delà de la personnalité que vous avez, vous, tout le monde n'a pas votre personnalité. Et il vaut mieux pour l'humanité, il vaut mieux, chère madame. Voilà. Mais d'avoir à côté de soi des compétences complémentaires. Oui, mais il faut voilà. qu'elles soient dans l'amitié. Parce qu'il y a Ouais. des compétents. Vous voyez, moi, j'ai un avocat fiscaliste qui est génial. Il n'est pas cher. Tous mes copains Choca me l'ont pris, malgré qu'il soit calé. Le mec, il me dit, tu me dis ton rêve, je fais le juridique. Les gens se piègent à ne pas connaître le juridique. Ils ont entendu un truc, ils voudraient s'accrocher à un statut. Ou alors, vous avez un commissaire aux comptes. C'est arrivé à une grosse structure que j'aime bien. Leur commissaire aux comptes leur dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais tu es un fournisseur, mon pote, tu n'as pas une autorité. Bon, et il y a là quelque chose où les compétences, quand elles n'ont pas d'âme, ça n'éclaire pas notre projet. Il faut les deux. Et Ouais. on n'a pas 500 copains dans ce genre d'aventure. Mhm. On a une bande de quelques fous furieux ou folles furieuses, et on fait avec ça. Mhm. Et on a le droit de se tromper, et on a le droit de prendre du temps. Super. Je suis désolé de ne pas être dogmatique. Non, voilà quoi, c'est faut, la vie, c'est en vrai, quoi. Moi, je dis toujours aux jeunes qui nous apprécient tant, les anciens, heureusement qu'ils n'étaient pas là quand on a démarré. Ils auraient vu comment on était cons et pas futés. Et là, aujourd'hui, ils nous prennent pour des gens bien, quoi. Oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Sonic, je ne sais pas si c'est votre prénom, vous rectifierez hein, si je fais des bêtises. Hein. Parce que des fois, les noms affichés ne sont pas les vrais noms, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, Oui, c'est mon prénom. c'est votre prénom. Enchanté, Sonic. Je vous laisse du coup vous exprimer. Bonjour, donc Sonic In, je suis chargée de mission à Amiens Métropole je m'occupe du programme local de l'habitat. Donc le PLH, c'est la stratégie habitat sur un territoire sur 6 ans. J'ai deux questions. La première, c'est une fois que le projet est sorti de terre, comment il vit? Parce que nous, les bailleurs, on les entend. Quand on leur parle de toiture végétalisée, ils nous disent « Oh, mais ça, c'est source de fuite au niveau de la maintenance, c'est pas possible. » Et quand on leur parle de menuiserie bois, surtout avec la RE 2020 qui arrive, qui est applicable depuis le 1er janvier 2022, ils disent oui, mais on a du mal à s'approvisionner, ça demande aussi une certaine maintenance. Voilà. La première question, c'est comment vit le bâti une fois sorti de terre? Je vais déjà répondre à la deuxième. Je pensais que dans le social, les gens savaient parfaitement mentir sur leur dossier, et j'ai découvert que c'était des petits joueurs par rapport aux bailleurs sociaux. Voilà. Et alors, deuxièmement, moi, avec les élus, je me débrouille toujours pour être en dessous des seuils du PLH, pour que ce soit les élus qui choisissent qui va dans leur truc. Parce qu'un élu, quand il veut faire du logement social, déjà, parce qu'il fait quelque chose, tout le monde râle. Il faut le vouloir d'être élu rural aujourd'hui. Voilà. Mais même dans les villes. Deuxièmement, on veut nous amener des gens qui sont des gens que c'est pas bien, on n'en veut pas dans le quartier. On a ça à Bruxelles, nous, dans le logement des sans-abri. Puis troisièmement, oui, mais alors ça y est, vous allez venir, puis c'est les entreprises autre part qui vont prendre le travail aux artisans. Donc, nous voilà comment on procède. Déjà, on fait un bail amphithéotique, ce qui fait qu'on a pu payer le foncier. On paye 99 € pour 99 ans, et je paye en une fois pour ne pas avoir l'air mesquin. Oui, ça c'est le premier truc. Mais ça a un avantage énorme. Je vais un peu dans la technique pour vous. C'est que les communes sont super endettées, les petites communes. Et s'ils nous donnent le terrain, ils sont obligés d'enlever de leur bilan. Tandis que là, pas besoin. Et deuxièmement, si jamais demain c'est plus du logement social, la mairie récupère tout gratuitement. Je n'ai pas monté tout ça avec mes potes pour que dans 15 ou 20 ans, on ne sait pas qui sera après nous,
et puis qui revendent ça parce que c'est des super maisons écolo, normes suédoises pour petite enfance handicapée, personnes âgées, normes suisses pour l'écologie. Ça vaut des ronds. Et on travaille avec l'élu pour que ça soit lui qui dise j'ai besoin de tant de logements pour tant de population. Et des fois, on fait des opérations 2 fois pour être en dessous du seuil du PLH. Comme ça, le sous-préfet ou le préfet n'a rien à dire et il peut vraiment choisir les gens qu'il va loger. Poursuivez vos questions, parce que je suis sûr que vous en avez d'autres au niveau technique. Alors, comment vivent les gens? Alors déjà, nous, on est propriétaires. Donc, où on fait des baux communaux pour que ce soit les élus qui mettent les gens et on leur donne une part du loyer pour ça, ou tout le temps, on travaille avec les AIVS, les associations immobilières à vocation sociale. Parce que vous ne pouvez pas être le propriétaire et celui qui choisit les gens qui vont dedans. Et comme on est partout en France, bah pour les suivre, il faut une AIVS locale. Alors, dans les AIVS, il y en a des merveilleuses. Et il y en a que j'ai virées. Parce que franchement, à se demander si des fois, travailler dans une AIVS, c'est un premier rêve de vie, quoi. Il y en a qui ne s'occupent pas du suivi des gens. C'est arrivé à ma femme dans l'insertion. Une fois la prison de Bapaume, mais exactement comme dans les AIVS. La prison de Bapaume l'appelle quand elle s'occupait de ça, puis le gars lui dit voilà, Madame Marty, j'ai repéré un détenu qui serait bien chez vous, on pourrait le mettre en contrat d'insertion. Ma femme lui dit vous êtes sûr qu'il n'est pas évadé? Alors on me dit pourquoi vous demandez ça? Ben, ça fait 6 mois qu'il est en contrat chez nous. Bon. Dans les AIVS, on a des fois le même problème. Ils ne suivent pas du tout. Donc on met un soin jaloux à choisir les AIVS, et quand on n'en a pas, on demande au maire de le prendre en bail communal. On n'a pas, voilà. Et dernier point, pour le déménagement des personnes âgées, il faut savoir que 30% des personnes âgées meurent dans les 6 mois de leur déménagement parce que c'est la fin de leur vie. Ils ne sont plus chez eux. Donc, on travaille avec Béguinage et compagnie, qui a toute une pédagogie qui dure 1 an et demi pour les préparer à déménager pendant tout le temps du chantier, etc., etc. Et après, on les accompagne pendant 6 mois encore dans le départ de leur logement. Et comme on est dans le sud-est, on a mis l'électricité blindée dans les chambres. Donc, on peut mettre un lit d'hôpital, une bouteille d'oxygène et un électrocardiogramme. Donc, on leur dit non, vous n'irez pas en maison de retraite. Et la salle de bain est adaptée pour les dents, parce qu'on ne parle jamais des aidants, qui sont en général dans vos coins, dans la Somme, des pilotes de rallye. Ils passent d'un vieux à l'autre, et s'il reste 2 minutes avec un vieux, ils doivent encore accélérer sur la route. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'on a travaillé en pédagogie, mais après, on ne peut pas avoir tous les rôles. C'est l'élu qui décide qu'il a besoin, et il voit avec l'AIVS ou le bail communal, et c'est à eux de gérer les gens qu'ils ont chez eux, c'est leur aventure. Nous, on s'arrête à la porte. Je trouve que des fois, dans le social, on est incroyablement intrusif vis-à-vis des familles ou des gens. Du coup, ça je vous ne vais appelle... pas avoir raison, hein, je vous donne mon point de vue. On est les meilleurs du monde pour le point de vue sur Chenley. Voilà. Du coup, Sonic, il y a peut-être d'autres remarques que vous aviez à faire ou c'est... Oui, alors nous, l'enjeu de notre PLH, il est plus sur la réhabilitation que sur la construction neuve. Oui. Donc, comment la foncière Chenley se positionne à ce niveau-là? Alors, je me suis une fois baigné dans un colloque avec la patronne de l'ANA qui me disait oui, mais monsieur Marty, c'est bien neuf, mais la réno. Et alors, je lui dis, ouais, moi j'ai eu du mal à installer la marque Chenley, être crédible, avoir mes investisseurs, je ne peux pas tout faire. Et puis alors, il se trouve que j'ai chevauché 2 siècles et que j'ai 2 idées de génie par siècle. C'est un vrai coup de peau. Donc, je me suis aperçu partout en ville, dans le rural, en périurbain, il y a plein de maisons de maîtres qui sont trop chères pour un particulier et qui ne vont pas pour les collectivités parce qu'elles n'ont plus de projet, il y a la mairie dans la Charpente et tout. Donc, on a monté un contrat impact social là-dessus, c'était le premier en France, sur la réhabilitation de ces logements-là. Donc là, on a fait près de 100 coins. Vous verrez sur notre site internet une école bâtiment de France classée. À Guînes, on est en train de refaire la fameuse belle maison où tous les aviateurs allemands étaient là pendant la guerre. On a même trouvé 3 blocos dans le jardin. C'est bien parce que si on a des impayés, on se met les gens. Bon, on fait une maison baroque centre-ville à Calais. On reprend un château à Péruis dans le 04, etc. Et on monte ces projets-là. Mais alors, c'est très complexe et ça coûte plus cher que le neuf. Pour arriver au même résultat de charge, en mettant un ascenseur personne âgée, en mettant tout PMR,
on est autour de 4 300 € le mètre carré. Mais c'est que des super matériaux. Voilà. Alors, l'ANA, je leur avais dit, mais moi, il me faudrait 3 fois les subventions que vous donnez. Alors, il m'avait dit, on vous aime bien, mais notre CA ne va pas être d'accord, donc faites un contrat impact social. Donc, on a fait un contrat impact social avec l'ANA. Mais on travaille aussi avec Réseau Ecohabitat, que vous devez connaître. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, je peux vous raconter l'histoire d'un copain fou en 2 minutes. Allez-y, allez-y. Il était directeur du Secours catholique, Compiègne, Metz, Le Havre, y compris la jungle. Puis il s'est aperçu que les 2 tiers que donnait le Secours catholique étaient pour des factures d'énergie des gens. Et il s'est dit, mais pourquoi ils ne prennent pas les aides de l'ANA? Et en fait, pour rénover votre baraque, il y a 14 dossiers à faire. Donc, il a dit, je vais monter une structure qui va faire les 14 dossiers, qui va faire les devis pour les gens parce qu'ils ne savent pas les faire, et qui va gérer les entreprises parce que sinon, on se fait escroquer. Et là, réflexe excessivement militant du Secours catholique, ils lui ont dit, mais tu as 42 ans, tu as un boulot jusqu'à ta retraite, pourquoi tu t'emmerdes? Vous voyez la militance profonde de ces moments-là. Donc, il a monté le réseau Ecohabitat, et il a commencé, il a fait déjà 150 logements, et maintenant, ça avance vachement vite, et il ne trouvait pas d'entrepreneur. Et c'est les gens Insertion de Chênenay qu'on a formés, parce qu'il y a tel débouché sur le bâtiment, sur aller travailler chez les pauvres. Et le plus émouvant du truc, qu'on n'avait pas vu du tout, c'est que nos mecs, qui sont des loupards, qui sont des pauvres, qui sont tout ça, quand on veut travailler chez les plus pauvres, ils font le boulot super parce qu'ils disent ça pourrait être comme chez moi. Et vous savez, c'est ces propriétaires qui n'ont rien, qui sont RSA, qui vivent dans une pièce avec du scotch aux fenêtres. Alors l'ANA, en moyenne en France, c'est 20 000 € de revenus, 20 000 € de travaux. Et avec Ecohabitat, on est déjà entre 8 et 10 000 de revenus fiscaux et 60 000 € de travaux. Et alors, comme de par hasard, les affiches Le Pen s'en vont, leurs petits-enfants viennent les voir ou leurs enfants viennent les voir, et l'ADEME a sauté en marche du dossier, parce que c'est ça les charmes de l'administration française, parce que c'est des gens qui ne consommaient pas, et maintenant ils consomment, donc ce n'est pas bon pour le bilan de la France. J'en profite pour régler mes comptes, moi j'adore ça. Je pourrais faire un bêtisier. Ben, on l'aura certainement, puisqu'on est en train d'enregistrer. Donc, voilà. On pourra faire ça. Hein, Marie-là, on devient des techniciennes pro. Voilà. Et donc, voilà. Alors, c'est un fou aussi. Et là, il est en Hauts-de-France, lui. Hein. Il est dans vos coins. Somme, Oise, etc. Nord-Pas-de-Calais. Et voilà. Tous les Hauts-de-France, ils interviennent. Et il y a plein de gens qui ont des initiatives originales. Alors, la réno, elle n'est pas possible partout. Il y a le maire de Chanteloup-les-Vignes qui est venu nous voir et qui nous a dit, moi, j'ai que des tours. Je peux les rénover 20 fois au niveau énergétique. Il n'y a pas un fauteuil qui passe. Même dans l'ascenseur. Et je ne peux pas le faire. Et les logements handicapés ou personnes âgées, je peux les mettre qu'en bas des tours. Ça ne fait pas beaucoup. Donc, il y a une question aussi de la qualité de nos actifs. Et les gens de la Caisse des dépôts, avec qui je parle souvent, se préparent à avoir des actifs morts. À un moment, ça ne sert même plus à rien de les rénover, certaines grandes tours. Ou certains trucs. Donc, la question de la réno, elle n'est pas simple. Et tant qu'on ne dira pas que c'est plus cher que le neuf, même de très grande qualité, parce que du neuf de pas de qualité est déjà moins cher qu'une réno de mauvaise qualité. Mais nous, ce qu'on fait à 3 000 €, bah pour arriver au même résultat, parce qu'en gros, une personne âgée qui a 880 € de retraite paye en moyenne pour toutes ses charges par mois autour de 35 €. Pour arriver à ce résultat-là, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on est à moins 97 d'empreinte carbone, moins 97% sur nos logements. Et je vais maintenant chercher les financements, certificats d'énergie. On commence à faire avec la DGECE des crédits carbone, etc., etc. Il faut aller chercher tout ce qui est innovant. Mais la réno, je vous parie que ce ministère-là, comme celui d'avant, moi je suis copain avec Normandie, comme celui d'avant, comme celui d'avant, comme celui d'avant, à chaque fois, on va tout faire. Alors, on a monté en France Stop Exclusion à l'énergie, j'y participe. On a une marraine qui est géniale. Alors, je vous la fais celle-là, mais je ne sais pas s'il faut la mettre dans l'enregistrement. C'est Emmanuelle Béard, notre marraine. Et elle, en termes de rénovation, elle a à peu près tout fait. Donc, elle connaît le métier, quoi, si vous voulez. Bon. Donc, vous l'effacerez de... Bah oui. Celle-là, vous ne pouvez pas la garder. Hein. Bon. La Stop Exclusion Énergie, on fait avancer les choses, mais ce n'est pas vrai qu'on va mettre fin à l'exclusion énergie. Il y a des dispositifs gouvernementaux, il y en a eu plein, mais il n'y a pas les structures. Alors, Unicité fait des tas de trucs bien, plein de choses, mais il y a très peu de structures, et Unicité en fait partie, qui ne vont pas jusqu'au dernier mètre. C'est des trucs qui sont inaccessibles pour les gens qui en ont le plus besoin.
Et ça, c'est une maladie française. Mais en Belgique, c'est presque les mêmes lois, mais elles sont compliquées d'une autre façon. Et en Suisse, quand vous êtes à Genève, vous avez sur la même commune, pour la même opération, le gouvernement, la région, le canton et la commune. Et c'est un autre merdier. Et tout ça en langue française. Et en Algérie, c'est différent. Ils ont les mêmes lois que nous, avec les mêmes fautes d'orthographe, mais tout ce qui n'est pas autorisé est interdit, et tout ce qui est interdit n'est pas autorisé. Voilà. Et tout ça en langue française. Donc, je pense qu'à chaque fois, justement, c'est le boulot des entrepreneurs solidaires de dire, ben, on enlève une pierre sur le fardeau des gens. Mais on ne va pas changer tout. Voilà, je suis fâché à peu près avec tout le monde, là où il y en a encore un ou deux qui... Je crois que M. Suard ne s'est pas exprimé. Non, et il y a Madame Louis aussi. Mais pourquoi pas Monsieur Suard, pourquoi pas? Vous n'avez pas votre micro. Hop. Oui, bonjour à tous. J'ai pris le train en route, donc je suis bien désolé. Donc je vous écoute attentivement, mais je ne veux pas plus commenter que ça vos paroles, puisque je n'ai pas tout entendu. Voilà. Vous pouviez juste nous dire qu'est-ce qui vous intéressait quand vous êtes inscrit et quelles étaient les thématiques qui étaient vecteurs de curiosité pour vous Moi, c'est effectivement tout ce qui touche à l'environnement et à l'habitat social est intéressant. Donc, peut-être par curiosité aussi, puisque c'est peut-être plutôt personnel que par ma fonction. Bon, aujourd'hui, je suis directeur général d'une association, mais on n'a pas de... Laquelle? Association de Saint-Maximin dans l'Oise, c'est un mono-établissement. Et on n'a pas de difficultés au niveau de l'habitat, donc voilà, donc c'est plutôt personnel en fait. D'accord, curieux. Et Madame Louis, peut-être? Oui, bonjour. Donc, moi, je suis chargée de mission politique liée au logement et de politique sociale en général, donc au sein de la DETS de l'Oise. Donc, la DETS de l'Oise, c'est la fusion de l'ex-direct et de la DDCS. Donc, j'ai pris mes fonctions il y a quelques mois. Et comme disait Madame Godet, nous, on est un petit peu enfermés dans les appels à projets et on n'a pas trop la main pour décider, pour choisir. Donc, ce qui est arrivé très, très récemment, c'est qu'on avait repéré un chouette projet et en fait, au niveau du corps préfectoral, on n'est pas forcément suivi. Alors, pour des raisons qui sont les leurs, mais qu'on ne connaît pas, alors qu'on a pu détecter des chouettes projets. Donc, là, je venais un petit peu voir ce qui se disait, prendre des idées aussi, et puis essayer de les proposer si un jour j'ai l'occasion. Si vous avez un chouette projet, ça peut être bien d'en parler parce qu'en plus, il y a des tas de trucs dans l'État que dans la fonction publique, on ne connaît pas. Moi, je vous raconte les 4 qu'on a eus dans le premier mandat de Macron. On a été lauréat French Impact. Vous allez voir le site French Impact. Il y a plein de possibilités d'avoir des contacts avec l'administration. Nous, on nous avait nommé 2 hauts fonctionnaires par rapport à nos problèmes. Nous, on a eu le 100% inclusion, qui était une autre façon de penser l'insertion. On a fait le CIS. Et il y a des amis à appel à manifestation d'intérêt du gouvernement actuellement dans plein de thématiques qui sont assez intéressants et bien dotés. Et vous êtes où dans l'Oise? À Beauvais. Ah oui, d'accord. Parce que REH, Réseau Ecohabitat, dont je parlais tout à l'heure, ils sont à côté de Compiègne. Oui, c'est un super réseau Ecohabitat, tout à fait. Voilà, ça peut être intéressant pour vous. Voilà. Et puis par REH ou par d'autres, dire tiens, qu'est-ce que vous connaissez? Parce que souvent, moi, je vais être franc avec vous, dans l'administration, on nous appelle pour savoir où ça en est dans les trucs que le gouvernement décide. Vous n'êtes pas quand même les premiers informés, l'administration, ça se saurait. Parce que là aussi, on a nos réseaux, quoi. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'avais une question sur le côté réinsertion. Vous parliez de 8000 personnes qui étaient passées depuis la création.
Est-ce que vous pouvez développer un peu sur ces sorties positives, le pourcentage? Alors, quand Madame Pénicaud est venue chez nous, le directeur avec Thibaut Guilhuy, qui est un bon copain, là, qui vient de prendre une grosse place sur l'emploi, là, la mission, là, qui vient du filet du gouvernement, le directeur du travail est arrivé, il décerne sous les yeux, il a dit non, mais voilà, leurs statistiques sont exactes. Alors, nous, déjà, chez nous, on a toujours fait les statistiques selon la police et pas selon les manifestants. Parce que si on écoute les statistiques des plis de Pôle emploi, des structures d'insertion, à mon avis, on fait venir des chômeurs en train la nuit. Hein, c'est pas possible. Et la population française est à 90 millions. Hein. Bon. Alors, nous, on a une pédagogie où on ne s'est pas bien entendu avec certains parce que pour nous, ce n'était pas du social. Dans le Pas-de-Calais, il y a 30 ans, le problème du chômage, ce n'est pas des problèmes sociaux. On aurait foutu à cette époque-là Hollande et Royal dans une cité à Calais à rien faire, peut-être qu'au bout d'un moment, ils seraient devenus des cassos. Vous voyez? Et donc, nous, c'était plutôt un problème d'emploi, puis nous, on était ouvriers. Donc, on a beaucoup évolué sur l'angle économique. On a beaucoup investi avant d'autres dans les machines, dans la robotique et tout ça. Et le dernier truc qu'on a réalisé, c'est le 100% inclusion. C'est-à-dire qu'on décide que les gens ne sont pas capables d'aller à l'emploi. Ce qui est des fois vrai, mais on ne fait pas, ou alors on dit oh, tout le monde peut travailler, ce qui est aussi bête que les pieds. Bon, c'est avec 100% inclusion, on a fait un pôle où on a des neuropsychiatres qui travaillent sur les mécanismes d'échec. Les gens qu'on a sont plus habitués à l'échec que à la réussite. Donc, ils sont toujours dans des stratégies d'échec. On travaille avec Webforce 3 pour que les outils ne soient pas compliqués. On a remis en place le CQP et le CQPI, c'est-à-dire que vous prenez des gens de quartier ou des loupards, vous les mettez en formation avec un prof, avec un formateur, ils refont les cons comme à l'école, ce que je referai aujourd'hui aussi. Donc nous, on a inversé, on a d'abord des tuteurs qui travaillent avec eux sur les machines, et à la fin seulement, ils font les heures théoriques. Puis ils disent, bah, je ne suis pas con puisque je sais le faire. Et on a travaillé sur ces mécanismes d'échec. Et Webforce 3, le gars, il doit conduire une machine avec robot. Ben, le soir, il met la disquette dans la Game-Boy. Vous irez voir sur notre site internet avec ma flic. Et puis, il montre à son gamin sur la Game-Boy comment il va conduire le robot. Et au lieu que ça soit un Super Mario, ben, c'est un robot qui fait bouger. Ben, le lendemain, il sait le faire à l'usine. Pourquoi on a rendu le chemin impossible pour les gens? Et on travaille aussi avec Eloquentia, qui leur apprend à s'exprimer. C'est des metteurs en scène, des théâtreux, des avocats. Parce qu'ils sont vite blindés les gens parce qu'ils ne savent pas s'exprimer. Et ils sont hyper humiliés de ça. Et donc, ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qu'ils voudraient dire. Et puis, ce qu'ils voudraient dire, ils n'arrivent pas à le dire. Et c'est ce travail doux là-dessus. Et là, il m'est arrivé un incident qui était marrant parce que, comme je suis l'ancien patron, il y a une bonne femme l'autre jour qui rentre dans mon bureau. Là, Jean-Luc, il me trompe. Parce qu'on est dans le Pas-de-Calais quand même. Hein, bon. Je dis, mais qu'est-ce que tu dis bon. Au bout des minutes, j'arrive à lui faire dire que Jean-Luc l'a trompé parce qu'il ne la connaît plus. Et je lui dis, mais non. De la même façon qu'on fait un truc sur l'alcoolisme avec vie libre, on fait un truc sur les violences aux femmes. Et Jean-Luc, il a compris que ce n'était pas bien de taper sur sa femme. Et la nana, elle est repartie en disant, Marty, t'es sûr? Parce que si jamais il me trompe, et je m'en aperçois, vraiment, on ne sait pas du tout ce qu'elle a fait, mais c'est vraiment quoi. Et on s'aperçoit qu'on ne peut pas en vouloir aux gens de où ils en sont. Parce que je ne sais pas ce qu'on serait devenu si on avait été à leur place. Et des fois, on se vante un peu beaucoup dans les milieux sociaux à jouer à l'aidant aider. Moi, je ne sais pas du tout ce que je serais devenu sans mes vieux moines. Et donc, on a travaillé tous ces trucs-là. Et alors, sur les sorties à l'emploi, on se fait plus chier. Nous, on fait partie du club RH du MEDEF. Et on représente sur 220 postes d'insertion, alors qu'il y a 200 000 personnes en France, on est adhérent de Chantier École, on représente 40% des formations qualifiantes en France, ce qui n'est pas normal. Et avant, quand on faisait les jurys de CQP, CQPI, les boîtes envoyaient des ouvriers. Aujourd'hui, c'est les recruteurs qui envoient, madame. Ils sont tous en pénurie de main-d'œuvre, en chauffeur routier. Et alors, nous, on ne peut pas les former au bois, pour tout ce qui est la palette, scierie, industrie. Pas la construction de maisons, parce qu'on est le plus gros au nord de Paris dans le bois. Donc, on les forme à être conducteurs de machines semi-automatiques. Seulement, on a acheté des robots. Seulement, on a mis de l'informatique partout. Et le gars qui est un peu gros con qui arrive, on lui met un métier fatigant, puis il est les planches, parce que déjà, il est moins chiant après, excusez-moi de ce langage pour une homme d'action. Puis après, il dit, ouais, mais moi, je vais aller sur une machine. Bah, t'entres en formation. Ah non, moi, je ne me forme pas. Bah, tu restes là. C'est pas, on va te former, puis le mec, il va gâcher sa formation, il va foutre le bras.
On est excessivement exigeant et on dit aux gens, ce n'est pas de ta faute si tu as été en difficulté, ça le devient si tu restes. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a de plus en plus de femmes. Et on a rusé, sur tous nos sites, on a mis parce que quand vous mettez des annonces d'ouvriers ou ouvrières de production, les femmes ne le prennent pas. Elles pensent qu'elles ne sont pas Oui, capables. tout à fait. Oui. Non, Et mais quand c'est vous des mettez- métiers très, très genrés, effectivement. Les métiers sur lesquels vous êtes, c'est la question que j'allais poser, Ouais, c'est quand même très, très masculin. alors, on met des postes de femmes de ménage. Et ça ne nous coûte pas grand-chose parce qu'elles prennent le poste de femme de ménage, puis elles voient qu'il y a plein de nanas dans l'usine. Elles disent, mais moi aussi, je pourrais candidater. Ben oui, mais pourquoi tu ne l'as pas fait pour l'emploi? Ah ben, je n'osais pas. Je pensais que les femmes ne le faisaient pas. Moyennant quoi, dans nos usines, malgré qu'on soit dans l'industrie, il n'y a pas de poster de femmes à poil accrochées derrière les machines. Et ça, quand vous gagnez l'image de la femme sur les publics en insertion, vous faites un énorme pas dans leur culture. C'est un des points les plus sensibles. Et par exemple, pendant des années, on a une femme qui était formateur de chauffeur routier. Il y a des cas qui disent, moi, ce n'est pas une gonzesse qui me forme. Bon, bah, tu n'as pas le boulot. Point. Donc là-dessus, alors, la dame qui me remplace, c'est Anne-Gaëlle Charvet. Au passage, à Paris, dans des milieux autorisés de l'économie solidaire, on m'a dit, ah bon, il n'y avait pas d'homme pour te remplacer. Bon, ça va, on est au XXIe siècle, c'est pas grave. Bon, dans les milieux solidaires. Et j'ai même dit à ma femme, ça va se voir que Anne-Gaëlle est meilleure que moi. Et mon Ardennaise m'a tout de suite consolé. Elle m'a dit, mais t'inquiète pas, tout le monde s'en est déjà perçu. Des fois, on ne devrait pas faire de commentaires, hein, ça vous retombe sur le nez. Voilà. Et Anne-Gaëlle, vous devriez, si vous vous intéressez à l'insertion, en parler avec elle parce qu'elle elle continue cette démarche-là, 100% inclusion. Et on est dans un moment tellement de pénurie d'emploi qu'on doit passer des contrats avec les grosses entreprises pour pas qu'ils nous les piquent trop tôt. Sinon, ils vont se casser la figure parce qu'on n'a pas fini le parcours. Alors avant, on avait un mal de chien à les mettre à l'emploi. Aujourd'hui, le métier s'est inversé. Mais si vous avez un travailleur social pour aller voir les entreprises, c'est pas pareil. Donc nous, c'est nos directeurs qui y vont. On n'a pas de personnes dédiées, c'est le club RH et c'est les directeurs des usines qui voient leurs collègues et qui disent, tiens, j'ai quelqu'un qui sait faire ça, etc., etc., etc. Et c'est plus crédible quand vous avez un ancien de chez Bouygues ou un ancien de ThyssenKrupp ou un colonel, parce qu'on a aussi un colonel qui dirige une usine. Alors les militaires, qu'est-ce qu'ils sont pédagogues? Ils savent vraiment emmener les gens. Oui, oui, tout à fait. Carrément, ça c'est sûr. Alors vous imaginez, chez des écolos comme nous, un colonel qui dirige une usine. Moi, ça me fait marrer, je trouve que la vie est belle quand même. Voilà. J'avais une autre question. La notion de sociétaire, quand on a été un salarié d'insertion chez vous, est-ce que c'est envisageable ou pas? C'est-à-dire sociétaire? J'ai le modèle du relais, moi. Ici, je suis. Oui, donc... alors on n'est pas comme le relais. Et le relais est un truc fantastique. Hein. Le nombre de gens qu'ils ont pris, que même Emmaüs n'était pas d'accord de garder, c'est remarquable. Après, Pierre Duponchel, qui est un super pote à moi, au niveau ambiance, il est un peu réfrigérant pour ceux qui le connaissent. Quoi. Voilà. Bon. Mais nous, on ne garde pas les gens parce que 300, c'est la bonne taille. On a, dans nos cadres dirigeants, la moitié d'insertion et la moitié de grandes entreprises. Mais moyennant quoi, on les a envoyés aux études, les gens d'insertion. C'est des fois des gens de génie qui ne sont pas nés dans le bon milieu, etc., etc. Puis alors, je ne sais pas comment c'est dans la Somme. Alors, dans le Pas-de-Calais, au départ, ils sont grammaticalement ouverts. Donc, il faut les former, quoi. C'est clair. Et est-ce que une personne qui est passée en insertion chez vous, est-ce que vous avez des exemples de vie où des personnes qui ont fini par avoir le logement qu'ils avaient eux-mêmes construit ou, Non, alors ça, on ne le fait jamais. Parce que sinon, on va tomber dans le paternalisme. D'accord. Et si vous faites le logement d'un salarié en insertion, il ne voudra plus, même s'il y a du boulot plus loin, aller le chercher parce qu'il aura un beau logement. Et si c'est pour des salariés en CDI, nous, c'est un privilège. Et ça, on ne veut pas. Donc, nous, on n'a aucune action de rien dans le groupe, c'est interdit. On a une échelle de salaire de 1 à 2, 3. 1, c'est l'emploi en insertion, 2, 3, c'est les grands cadres. Et au passage, on a bien fait, parce que pour ceux qui ont des enfants, purée, on n'aurait jamais pu leur payer les études s'ils n'avaient pas été boursiers. Donc, il faut savoir, si on veut s'occuper de pauvres, on ne le fait pas pour gagner beaucoup d'argent, et si ça nous frustre, eh ben, on fait autre chose. Voilà. Alors, on n'a pas raison, encore une fois, on est les meilleurs du monde pour Shenley, je vous promets. On est très, très bons pour Shenley. Mais c'est tout. Et donc, non, on ne veut pas, parce que ça, ce paternalisme-là, paradoxalement, les gens aimeraient bien, dans les milieux populaires, qu'on réinvente le Michelin d'autrefois.
qui faisait tous les papiers de la médecine, le stade de Michelin, tout ça, quoi. Ou le Gaudin. Moi, je suis dans l'Aisne et je suis pas loin de Oui, lui. un ministère. Voilà. J'étais la semaine Oui. dernière pour les tiers-lieux, là. Ah oui, oui, j'y étais Je suis aussi. intervenu. Vous avez failli rencontrer Marie-Laure. Bon. Moi, j'y étais. Bah alors, je suis très frustré parce que j'ai fait une intervention là-bas, puis j'ai revu plein de copains déjantés, parce que quand même, le charme de notre milieu, c'est qu'heureusement, tous les gens ne sont pas normaux. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Bon, en tout cas, je remarque qu'il y a pas mal de commentaires sur la Somme. Alors, j'espère qu'on n'a pas froissé, parce qu'il y a beaucoup de qui viennent de la Somme. Et j'ai l'impression que dans quelques remarques, vous n'aimez pas trop ce territoire. Hein. Pardon? J'ai l'impression que dans quelques remarques, vous n'aimez pas super bien, vous n'aimez pas trop le territoire de la Somme. Si, mais si, en plus j'aime beaucoup, mais j'adore Chambray. Vous savez, ma femme est ardennaise, et je dis un Ardennais, c'est un mec du Nord qui n'a jamais trouvé la Lorraine. Non, mais moi j'aime bien ces territoires laborieux et difficiles, parce que dans le boulot d'insertion, dans le boulot que je fais, là on est dans la vraie patte humaine. Au contraire, j'aime beaucoup. J'aimerais pas construire à Paris ou construire pour des riches. Non. Il faut prendre ce que je dis avec humour et au contraire. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on a bien rigolé. Merci beaucoup. Je vais juste voir s'il y a encore une ou deux questions, et puis on va en terminer là, si vous le souhaitez. Vous avez tous pu vous exprimer, c'est bon? Vous n'allez plus jamais oser inviter quelqu'un de l'économie solidaire en disant ils sont vraiment trop dangereux. Voilà. Alors, pour Maro, là, je ne connais pas son nom de famille. On peut essayer de se croiser sur LinkedIn d'abord, mais écouter ton projet. Avec grand plaisir. Et puis qu'on en parle, parce que ou c'est un rêve démesuré, il faut en tout cas tu mettes les étapes. Complètement. Comme c'est un domaine que je ne connais plus particulièrement, voilà quoi. Il n'y a pas de hasard. On se reconnecte sur LinkedIn. Je vais vous demander en connexion. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous tous. Merci Monsieur Marty encore une fois d'avoir accepté. Monsieur Marty. Votre témoignage était inspirant, c'est vraiment le bon mot. Merci beaucoup, bonne journée. Amusez-vous bien. Oui. Voilà, bon courage à tous, et surtout aux gens de l'administration, parce que quand même, on n'en serait pas là s'il n'y avait pas des gens de l'administration quand même qui avaient mis leur chemise pour nous. Il ne faut pas qu'on se la pète trop quand même des fois. Voilà, donc bravo à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous. Merci, au revoir. Au revoir.